Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va passer en revue un article pédagogique que j'ai écrit sur le blog. Vous pouvez le retrouver via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on va commencer avec cet article pédagogique intitulé « La rentabilité, le secret derrière l'accumulation du capital ». Alors, cet article m'a été inspiré par un post que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui mettait en avant un article du Financial Times par Terry Smith, donc le gérant star du fonds Fundsmith, qui est un fonds britannique spécialisé dans les valeurs de qualité. Et d'ailleurs, qualité s'entend aussi avec forte rentabilité, ça me dira pas. Dans cet article, Terry Smith a mis en lumière le fait que les entreprises qui performaient le mieux et celles qui généraient une croissance durable, c'était celles qui avaient une bonne rentabilité, des bons rendements, et qui réinvestissaient leurs bénéfices. C'est important, cette partie réinvestir les bénéfices, parce que c'est ça aussi qui alimente la croissance. On va voir ça plus en détail par la suite. En fait, le capitalisme, c'est l'accumulation du capital. Donc, concrètement, ça veut dire l'augmentation des capitaux propres. Mais pour faire augmenter les capitaux propres, il faut qu'il y ait une source de financement qui fasse augmenter les actifs de la société en gardant le passif constant. Donc, vous avez des bénéfices qui doivent être réinjectés dans l'entreprise, ça fait monter les actifs et donc ça fait monter les capitaux propres. Donc, l'accumulation du capital, finalement, découle de la rentabilité avec réinvestissement. Finalement, c'est assez simple. Dans la partie de l'article suivante, intitulée donc la rentabilité, le levier de financement de la croissance, j'ai utilisé une vidéo de Xavier Fontanet, qui est le PDG d'Essilor, l'ancien PDG d'Essilor, qui fait des cours maintenant sur BFM Stratégie. Dans cette vidéo, c'était pour répondre à la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a des rentabilités différentes qui existent au sein d'un même marché? Alors moi, j'ai plutôt utilisé leur exemple pour expliquer concrètement en fait pourquoi est-ce qu'on a besoin de rentabilité pour faire de la croissance, mais ça va dans le même sens. Donc on va utiliser l'exemple du cours qui est mentionné en vidéo, je vous incite à aller voir cette vidéo qui est très bien faite. On a un marché avec 3 leaders, on nommait les autres, qui ont respectivement 40%, 20% et 10% de part de marché. On sait que, si vous avez suivi les cours d'ailleurs de BFM Stratégie, et si vous connaissez les concepts de courbe d'expérience, on sait que l'entreprise qui a le plus de part de marché, c'est aussi celle qui a les coûts de revient les plus bas. Si vous voulez plus de détails là-dessus, dites-moi en commentaire, je pourrais faire une vidéo sur ce sujet. Bien. Donc l'entreprise qui a le coût de revient le plus bas a également la marge la plus élevée, puisque en fait vous avez à prix fixe, celui qui a les coûts les plus bas, effectivement il a plus de marge, puisque ça coûte moins cher de vendre, il engrange plus de bénéfices par unité vendue. Dans ce tableau, donc on enlève l'impact des impôts et on prend le résultat net. Donc A à 10 de résultat net, B à 3 de résultat net et C à moins 5 de résultat net, il fait des pertes. On considère qu'ils ont tous la même quantité d'actifs, donc 50, c'est-à-dire qu'ils ont une rotation d'actifs qui est à 2, donc c'est-à-dire qu'ils font tous 100 de chiffre d'affaires avec 50 d'actifs. Ça veut dire qu'il y a une rotation d'actifs qui est à 2 ou un rendement des actifs qui est à 4%. C'est 2 sur 50. Le marché est en croissance à 6%, donc ils croissent tous à 6%. On considère qu'en fait les parts de marché sont constantes, donc si ils croissent tous à 6%, eh bien en fait ça conserve les parts de marché, puisqu'il n'y en a pas un qui gagne, qui fait plus de croissance au détriment des autres. Donc là c'est une hypothèse de ce cas qu'on étudie. Ils font tous 6% de croissance dans un marché qui a 6% de croissance. Part de marché stable. Chacun réinvestit 3 dans le business, c'est-à-dire qu'il génère 10, alors A génère 10 de résultats nets, B génère 3 de résultats nets, et C génère moins 5 de résultats nets, fait des pertes. On a vu qu'il y a une rotation d'actifs de 2. Donc, avec 2 d'actifs, si vous investissez 3, vous générez 6%. Jusque-là, tout va bien. Donc, si on calcule les flux nets pour chaque entreprise, on a A qui a 7 de flux nets, puisqu'il fait 10 de résultats nets, il réinvestit 3, et il reste 7 qu'il va pouvoir redistribuer aux actionnaires, potentiellement. B fait 3 de résultats nets, il doit réinvestir 3 pour faire les 6% de croissance, sinon il perd des parts de marché.
Donc, 3, moins 3, 0. 0 de flux. Donc, B est à l'équilibre pour conserver ses parts de marché. C fait des pertes. C'est-à-dire qu'il fait moins 5 de résultat net, mais en plus, pour pas perdre des parts de marché, il doit investir 3. Comment est-ce que C va retrouver C3 ? Il doit trouver des sources de financement externes. Ce petit cas, on va le résumer en disant que, en fait, celui qui a la plus forte rentabilité, non seulement il va pouvoir réinvestir la part suffisante de ses bénéfices pour faire la croissance du marché, mais en plus, il va pouvoir distribuer le reste aux actionnaires. Donc ça, c'est très simple. Quand on est leader, évidemment, on peut aller tranquillement faire la croissance du marché, donc conserver sa part de marché, tout en rémunérant les actionnaires. Quand on est suiveur, c'est plus compliqué, puisqu'on a un coût de revient qui est plus bas. On va devoir réinvestir pour conserver sa part de marché, et donc on va pas pouvoir rémunérer les actionnaires. Et quand on est le suiveur en perte, c'est encore pire, parce que en fait, on va perdre de l'argent, mais en plus, pour conserver la part de marché, il va falloir trouver de l'argent extérieur. Et ça, c'est l'endettement qui va faire conserver le flux d'investissement nécessaire. Et donc, on va avoir besoin de s'endetter. Donc, on s'imagine bien que c'est pas durable sur le long terme. C'est ce que je vous ai mis ici d'ailleurs. Puisque, en fait, si chaque année, continuellement, vous devez augmenter la dette, vous endettez avoir plus de dettes pour acheter des actifs, pour pouvoir générer des résultats via votre rotation d'actifs, et que en fait vous êtes encore en perte l'année suivante, vous allez faire monter la dette et vous allez à la faillite. Donc, si on a une rentabilité qui est durablement négative sur une société, il va falloir en fait changer de business. Il va falloir peut-être vendre des actifs, donc vendre des activités. Il va falloir peut-être se vendre à un concurrent directement et sortir du marché. Donc on peut pas être durablement pas rentable sur un marché, sinon on va à la faillite tout simplement. Dans cette section, on va rentrer plus en détail sur comment est-ce que une entreprise fait croître ses capitaux propres, même si on en a déjà un peu parlé, et comment est-ce qu'elle peut allouer le capital. Donc, les capitaux propres d'une entreprise, ça représente les fonds. Donc, les fonds initialement apportés par les actionnaires, plus les bénéfices accumulés année après année. Donc, les bénéfices accumulés, les bénéfices, ils sont générés, en fait, via la génération de profit. On génère du profit. On en remet une partie dans l'entreprise, les réinvestissements. Donc ça, c'est ce qu'on appelle bénéfices non répartis ou report à nouveau, en français. Et après, il y a une partie de ces bénéfices qu'on peut rendre aux actionnaires éventuellement. Si, petit aparté d'ailleurs, si on a un marché qui croît à 6%, avec une rotation d'actifs de 2, si on veut faire la croissance du marché, il faut absolument réinvestir 3. Si on réinvestit moins et qu'on rémunère plus les actionnaires, en fait, on vend de la part de marché, donc on va perdre des parts de marché, puis on va se faire dépasser par les concurrents, et on sera moins rentable, et donc en fait, in fine, le dividende va baisser. Donc c'est pour ça que le dividende, c'est pas l'alpha et l'oméga d'une entreprise, elle doit bien équilibrer ses réinvestissements versus ce qu'elle rend aux actionnaires. Donc dans ce cas ici, par exemple, je vous illustre l'allocation du capital du leader qui a, donc on a dit 10 de profit, résultat net de 10, il réinvestit 3 pour générer 6 de profit, puisqu'il y a une rotation d'actifs de 2, c'est pas 50, je me suis trompé ici, et donc du coup c'est pas 2% dans le rendement des actifs, c'est 4% dans le rendement des actifs, je vais corriger ça, donc ça lui permet de faire la croissance du marché, et le 7, il peut le rendre aux actionnaires via dividende et ou rachat d'actions. En fait, théoriquement, si vous réfléchissez au concept, si une entreprise réinvestit tous ses bénéfices, par exemple une entreprise qui génère 15% de rendement de rentabilité, si elle réinvestit tous ses bénéfices, en fait elle va pouvoir théoriquement croître à 15% par an. Donc si elle fait 15% de croissance, elle va faire aussi 15% de croissance des résultats nets. Et donc elle va augmenter ses bénéfices mis en réserve de 15%. De 15, pardon. Et si elle augmente ses bénéfices mis en réserve, si elle fait 15 de bénéfices mis en réserve
et qu'elle augmente ses capitaux propres de 15, nécessairement le prix de l'action doit augmenter de 15 à valorisation constante. Et ici on parle d'une valorisation cours sur actif net, donc un price to book en anglais. Donc si vous faites 15% de bénéfices mis en réserve, capitaux propres augmente de 15, le cours de l'action doit augmenter de 15 à multiple constant. Donc ça, en fait, théoriquement, c'est pour ça que le concept de droite de régression est assez intéressant finalement, parce que vous prenez la rentabilité moyenne d'une entreprise sur une période, et vous pouvez projeter, alors il faut prendre la rentabilité moyenne de l'entreprise fois son taux de réinvestissement évidemment, et vous pouvez ensuite projeter un cours de l'action, une droite, vous faites une droite, et après vous pouvez projeter en fait si vous mettez en regard le cours de l'action pour savoir si finalement on est sur la valeur théorique qui pourrait être obtenue via le réinvestissement. Ici encore, on va rentrer dans un autre détail qui est mis en avant par Terry Smith dans son article. Donc il dit, vous réinvestissez à 15%, je résume à gros traits, hein. Vous investissez à 15%, enfin vous faites 15% de rentabilité, vous réinvestissez tout, votre cours de l'action normalement il doit monter de 15. En revanche, ça c'est si on est valorisé à un cours sur actif net de une fois, donc si on est valorisé une fois les capitaux propres. Mais ce qu'il dit dans son article, et c'est encore mieux, c'est si la bourse vous valorise à 3 fois les capitaux propres, par exemple. Pourquoi est-ce que ça serait le cas ? Parce que vous êtes une entreprise de qualité, vous avez une rentabilité exceptionnelle, donc la bourse vous accorde une prime sur votre valorisation. Prenez par exemple les Hermès, voilà, toutes les sociétés de qualité, elles ont des ratios cours sur capitaux propres qui sont délirants. Eh bien, lui ce qu'il dit dans son article, Terry Smith, c'est si la bourse vous valorise à 3 fois les capitaux propres, en réalité, le réinvestissement, il va pas augmenter de 10 la valeur de votre action, mais il va augmenter la valorisation de 30. Parce qu'en fait, pour 1 euro mis en réserve, ça fait 1 euro d'augmentation de capitaux propres, mais le marché valorise ce 1 euro de capitaux propres à 3. Donc en fait, pour 1 euro de bénéfices mis en réserve, vous augmentez la valeur de 3. Donc pour un actionnaire, finalement, c'est plus intéressant d'avoir une entreprise qui réinvestit avec un taux de rentabilité élevé, donc avec une bonne rentabilité, et avec finalement une valorisation potentiellement élevée. Ça baisse évidemment la marge de sécurité, par contre, c'est pour ça que moi je n'investis pas dans ces actions, parce que en fait elles sont survalorisées par le marché, et il suffit qu'on ait plus la prime pour que le cours de l'action baisse. Toutefois, si on fait un réinvestissement interne et qu'on met 1 pour obtenir 3, vous comprenez bien que l'actionnaire, lui, son augmentation de valeur, on va dire, il est quand même intéressant. Parce que si vous regardez l'autre cas de figure, l'entreprise qui redistribue une part des bénéfices en dividendes, eh bien, mettons, alors on va prendre le cas extrême. L'entreprise, elle reverse les 10 de résultats nets qu'elle génère. Au lieu de les mettre en réserve pour augmenter les capitaux propres, elle donne 10 de dividendes à son investisseur. Et là, concrètement, vous avez les taxes. Donc 30% de retenue sur les dividendes. Alors si vous êtes en PEA, c'est pas le cas, il faut faire un calcul différent, mais si vous êtes sur compte titre, on va prendre le cas simple, 30%. Donc en plus vous avez des frais de transaction quand vous passez des ordres en bourse. Bon, maintenant c'est minime, donc on peut les négliger dans l'exemple. Mais 10 de redistribuer par l'entreprise, 7 à réinvestir. C'est ce qui vous reste après taxe. Donc l'actionnaire qui touche son dividende, il se dit je vais réinvestir dans l'action qui m'a versé le dividende, j'aime bien cette action, etc. Je la trouve qualitative. Hop, il réinvestit de C7. Donc il a acheté pour 7 euros, il a acheté 7 euros d'actions. On a vu que l'entreprise elle a pas redistribué, elle a pas réinvesti, elle a pas mis en réserve ses bénéfices, donc il n'y a pas eu d'augmentation des capitaux propres. On prend le même multiple qu'avant, on dit que c'est 3 fois les capitaux propres, qui est valorisé par la bourse. Et bien notre actionnaire, ici, il a 7 à réinvestir, et bien il va acheter 7 d'actions. Alors, résultat des courses, et ben ça lui fait 7 de valeur additionnelle. L'investisseur qui était ici, lui il a pas eu de dividende, sauf que l'entreprise a réinvesti 10 pour obtenir 30. Donc sa valeur, lui, a augmenté à 30. Donc finalement,
c'est pas du tout comparable. Et donc les stratégies, c'est pour ça que les stratégies, moi j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux, dividendes croissants, stratégie dividendes, etc. C'est pas le principal. Le principal, c'est est-ce que l'entreprise a des opportunités d'investissement, est-ce que l'entreprise a une forte rentabilité, et est-ce qu'elle a des opportunités d'investissement dans lesquelles elle va pouvoir développer son activité pour continuer à générer cette forte rentabilité. Évidemment, si vous êtes dans un marché, si vous faites 15 de rentabilité, et que vous êtes dans un marché qui croît à 6, vous n'allez pas réinvestir 15. Alors, ça peut le faire. Vous pouvez le faire temporairement, pour couler vos concurrents par exemple, mais une fois qu'il y aura plus de concurrence, et que vous êtes en monopole, bon, d'une part, vous aurez peut-être la concurrence qui va venir chercher des poux, mais en plus, vous allez inonder le marché. Donc inonder le marché, ça fait baisser les prix. Et donc si vous faites baisser les prix, votre rentabilité va baisser. Donc vous n'avez pas forcément intérêt à non plus tout réinvestir si vous n'avez pas d'opportunité d'investissement. D'ailleurs, le dividende au final, ça a raison d'être, au-delà d'enrichir l'actionnaire, enfin d'enrichir entre guillemets, ça n'enrichit pas l'actionnaire, mais au-delà de fournir de l'utilité aux actionnaires, avant, c'était plutôt un moyen pour redistribuer le capital d'une entreprise mature vers une entreprise qui a besoin de financement. Et ça sert à ça, en fait, le dividende. C'est pour ça qu'en avant, on avait les conglomérats qui avaient beaucoup d'activités et qui faisaient circuler les cash, donc en fait, ce qui correspondrait à des dividendes, sauf que c'est pas des dividendes, puisque c'est des flux de trésorerie au sein de même entreprise. Ces entreprises, elles pouvaient faire circuler le cash d'une activité mature vers une activité qui a besoin de financement. Donc, une entreprise qui a forcément, qui est dans un marché qui croît modérément, n'a pas forcément besoin de réinvestir massivement dans ce marché, puisque sinon elle va couler le marché et effondrer la rentabilité. Donc ça peut être aussi sain pour une entreprise de sortir du dividende, hein. Tout dépend de l'état du marché. Allez, maintenant la section un peu plus pratique pour conclure l'article. On est sur donc les différentes mesures de rentabilité, parce que là on a parlé un peu de rentabilité théoriquement, mais comment est-ce qu'on la mesure cette rentabilité? En prenant les comptes de résultats et les bilans des entreprises. Alors, il y a une mesure qui est assez facile à établir, c'est le rendement des fonds propres, ROE en anglais, hein, Return on Equity. C'est assez simple à calculer, on prend le compte de résultat, on prend le bénéfice net part du groupe, parce que on doit enlever les intérêts minoritaires au bénéfice, hein, c'est parce que les minoritaires d'une boîte, les actionnaires minoritaires d'une boîte, ont un droit sur les bénéfices, et donc ça ne revient pas à l'entreprise. Donc il faut les enlever, donc on prend les bénéfices nets part du groupe de l'année N, et on les divise par les capitaux propres de l'année N-1. Parce que c'est une mesure un peu dynamique, hein. C'est combien de bénéfices je génère une année par rapport aux bénéfices, par rapport aux capitaux propres de l'année précédente. Puisqu'en fait après on les met en réserve, donc c'est cyclique comme mesure. On met en réserve les bénéfices de l'année N, et en N+1 on va mesurer combien cette augmentation de capitaux propres, combien la valeur des capitaux propres a généré de bénéfices additionnels. Donc il faut bien faire ce distinguo entre N et N-1. Donc ça se calcule facilement, hein. Vous prenez un compte de résultat, un bilan, vous allez prendre la ligne capitaux propres de l'année précédente, et en numérateur vous mettez bénéfice net part du groupe, s'il y a des minoritaires, sinon c'est directement bénéfice net, et vous faites le ratio, et là vous avez votre rentabilité. Attention que cette rentabilité, cette mesure de rentabilité peut être, on va dire, manipulée par les entreprises en utilisant de la dette. Comment on fait pour manipuler ce ratio? En fait, vous voyez, hein, on est sur, si on décompose, on peut faire bénéfice net part du groupe de l'année N, donc ça c'est ce qu'on avait au numérateur, on peut diviser par le chiffre d'affaires, fois le chiffre d'affaires divisé par l'actif, donc là c'est, on réarrange la formule, fois et actif sur capitaux propres de l'année N. Donc là vous avez bien votre numérateur initial et le dénominateur initial. Et si on fait cette division, ici vous avez cette décomposition, ici vous avez la formule de l'effet de levier, c'est le total d'actifs divisé par les capitaux propres. Si vous avez beaucoup plus d'actifs que de capitaux propres, ça veut dire que vous avez obtenu des actifs à crédit en fait. Donc cette mesure-là, c'est bien, mais sa limite, c'est que on peut la manipuler en s'endettant, hein. Donc il faut bien garder cela en tête, et c'est pour ça que j'ai mis que quand on analyse le rendement des fonds propres, on vérifie également l'évolution de l'endettement,
parce que sinon on peut avoir des mauvaises surprises, et les actionnaires d'Orpea ont eu cette mauvaise surprise, hein, donc il fallait regarder, en fait, quand on voyait ouais, super, vraiment bonne rentabilité, etc., la dette ne faisait qu'augmenter, et puis au final ça finit qu'on doit liquider la boîte, on fait faillite, ou alors on doit faire des plans de redressement, c'est dans des actifs, etc. Donc ça s'est mal passé. Donc attention au REE. Maintenant, si vous faites une analyse assez rapide, vous pouvez le faire de tête comme rapidement. Vous pouvez si on utiliser des screeners avec des REE. Et si on réfléchit quelle est une bonne mesure de rentabilité, en réalité ça va dépendre de l'industrie dans laquelle on se trouve. Il y a des industries qui sont plus rentables ou plus ou moins rentables que d'autres. Donc après, nécessairement, si vous voulez avoir une forte rentabilité, vous allez tomber dans des industries particulières, hein, style du luxe, style du logiciel par exemple. Voilà. Après, ce qu'il faut comparer, si vous êtes intéressé à une industrie, il faut comparer entre entreprises cette évolution de la rentabilité. Et aussi, en fait, le plus intéressant, c'est de regarder cette évolution du REE, du rendement des fonds propres, par rapport à l'historique d'une boîte, pour savoir si l'entreprise est de plus en plus rentable. Et si elle est de plus en plus rentable, ça veut aussi dire in fine qu'elle gagne des parts de marché. Le rendement des capitaux employés. Donc on a vu que la mesure au-dessus des rendements des fonds propres, elle pouvait être biaisée par la dette. Et comment est-ce qu'on peut se prémunir de ça? En utilisant un autre ratio qui s'appelle le rendement des capitaux employés, donc Return on Capital Employed en anglais, ROCE. On prend la mesure, en fait c'est l'EBIT de l'année N, ça correspond en fait au résultat d'exploitation en français. Et on prend les capitaux employés, donc on prend les capitaux propres de l'année N-1 et la dette long terme de l'année N-1. Donc là, on mesure en fait une rentabilité opérationnelle en prenant l'ensemble des capitaux apportés par les actionnaires et par les créanciers. Donc là, on voit qu'on ne peut pas être biaisé par la dette, hein, puisqu'on l'inclut au dénominateur. Donc par contre c'est un peu plus complexe à calculer parce qu'il faut aller dans le bilan et détailler, donc vous prenez capitaux propres et vous prenez dette long terme. Finalement, est-ce que c'est si compliqué? Pas forcément, mais vous le trouvez moins fréquemment dans les screeners. Et le dernier ratio que j'utilise, c'est le rendement des capitaux investis. Donc c'est aussi une mesure un peu plus opérationnelle, en fait, d'efficience, de rentabilité opérationnelle, hein, comme le ROCE. Là, ce qu'on va prendre, c'est l'EBIT, donc résultat d'exploitation, de l'année N, fois 1 moins le taux d'IS. Comme ça, on déduit les impôts. Donc ça, c'est l'avantage de ce ratio, c'est qu'il permet d'inclure aussi l'impact fiscal. Parce que vous pouvez comparer les entreprises d'une même industrie, mais si elles sont pas sur la même base, la même juridiction en termes d'impôt sur les sociétés, eh bien, en fait, vous n'allez pas pouvoir les comparer réellement. Donc ici, au moins, ça inclut cet impact fiscal. Ça peut biaiser d'ailleurs en fait votre calcul, hein, faut le garder en tête. Et le dénominateur, on met immobilisation plus actif circulant, moins passif circulant, moins cash. Donc ça c'est vraiment ce qui est utilisé pour faire tourner l'entreprise au quotidien, hein, donc les immobilisations et les actifs circulants, donc le stock, les liquidités, etc. Voilà, donc l'avantage par rapport au ROCE, mais les deux se valent, hein. Bon, moi après j'ai un biais de disponibilité parce que sur l'outil que j'utilise qui s'appelle Coefin, il propose pas le ROCE, mais on peut visualiser le rendement des capitaux investis. Donc voilà, j'ai ce biais de disponibilité. Ce que j'aime bien, c'est qu'il inclut l'impact fiscal et qu'il utilise aussi les actifs vraiment utilisés par l'entreprise, parce que ici dans les Return on Capital Employed, vous avez les capitaux propres et la dette long terme. D'accord, mais il peut y avoir une partie de ce capital qui est pas utilisé, alors qu'ici vous avez vraiment donc ce qui sert donc le capital long terme, enfin, des actifs long terme, mais aussi ce qui sert dans le quotidien des opérations de l'entreprise, hein, avec l'actif circulant et passif circulant. Donc c'est pour moi une meilleure mesure, mais je pense que les deux sont finalement assez corrélés. Pour le rendement des fonds propres, on peut l'utiliser, hein, c'est pas de souci, mais il faut bien vérifier aussi l'évolution de l'endettement sur la société. Et voici pour cet article, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que vous allez inclure ce critère de sélection, ce critère d'évaluation dans votre sélection d'actions. Et dites-moi en commentaire si j'ai oublié des choses dans cet article, dans mes explications, si il y a des choses qui sont pas claires. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.